critères de la loi pour lever la confidentialité, c'est vraiment simple. Je sais que pour certains, la levée de la confidentialité, c'est une inquiétude. Parce qu'on veut la préserver, la vie privée, puis qu'on ne voudrait pas, nous autres non plus, que notre vie privée soit étalée au grand jour. Les lois qui encadrent la confidentialité, on a 115, on a 180, il y a le Code civil, il y a beaucoup de choses qui encadrent la confidentialité. Lever la confidentialité, les critères sont simples, c'est lorsque j'ai un motif raisonnable de croire qu'il y a un risque sérieux de blessure ou de mort pour une personne ou plusieurs personnes, et ça me crée un sentiment d'urgence. Donc, j'ai l'urgence d'agir dans cette situation-là. C'est les critères qui me permettent de lever la confidentialité. Donc, quand on fait une cellule de crise ou quand j'évalue avec un répondant, je suis au téléphone, j'ai la grille du répondant, je fais une première évaluation avec ce répondant-là et que je rencontre ces critères-là, assez rapidement, on va déjà déterminer que la rencontre qu'on va faire avec les partenaires va être dans une levée de confidentialité ou non, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans le risque. C'est important de bien évaluer, mais moi, quand j'ai mes critères de la loi qui sont rencontrés, que je le fais de bonne foi, dans l'intérêt des personnes qui sont impliquées, je suis toujours à l'aise avec ma décision. Et ce n'est pas que le Rabasca qui peut lever la confidentialité. Vous êtes tous tenus par les mêmes critères de loi. Moi, je ne fais qu'appliquer les critères de la loi. Fait qu'un partenaire assis dans son bureau qui rencontre ces critères-là, j'ai un motif raisonnable de croire qu'il y a un risque sérieux pour la vie ou pour la sécurité d'une personne ou de plusieurs personnes. Puis quand on parle de la sécurité, c'est la sécurité physique et psychologique. Donc, dépendamment du risque que cette personne-là encourt, est-ce que cette situation-là m'incite à un sentiment d'urgence d'agir? Donc, quand j'ai ces critères-là, peu importe que je sois le Rabasca, que je sois le CAVAC, que je sois la police, que je sois... Tout le monde qui rencontre les critères de loi peuvent lever la confidentialité. Ce qui est important de comprendre, c'est la différence entre le secret professionnel et la confidentialité. Le secret professionnel, c'est un devoir qu'on a comme professionnel de ne pas partager ce qui nous a été confié comme information confidentielle par une cliente, un client. Le secret professionnel a été créé, dans le fond, pour permettre à la personne d'être à l'aise, de s'ouvrir complètement sur ce qu'elle vit, pour ensuite pouvoir aller chercher les services qu'elle a besoin pour pouvoir, dans le fond, répondre à son besoin. Pour ce qui est de la confidentialité, c'est une action qu'on pose pour s'assurer que les informations qui nous ont été transmises sont accessibles seulement aux personnes qui sont autorisées à avoir ces informations-là. Une des grandes différences entre les deux points, c'est que pour le secret professionnel, c'est régi par une loi, mais aussi par un code de déontologie professionnelle. Fait que c'est pas mal les grandes différences, dans le fond, qu'on peut voir entre les deux. Notre travail est guidé par beaucoup d'ententes, mais aussi beaucoup d'obligations. On parle, entre autres, de l'entente multisectorielle, de l'obligation de signaler quand on observe la situation d'un enfant où sa sécurité et son développement seraient compromis, ou encore de l'obligation de lever le secret professionnel. Pour lever le secret professionnel, c'est soit quand une personne nous autorise à le faire, ou quand la loi nous l'autorise, ou quand la loi nous oblige à le faire. On a deux situations, dans le fond, où on est obligé de lever le secret professionnel. C'est quand on observe une situation, quand il y a une situation qui nous inquiète face à la sécurité ou au développement d'un enfant. À ce moment-là, on est obligé de signaler, mais on est aussi obligé de lever le secret professionnel. Puis dans ces situations-là, quand il est question de violence sexuelle, de violence physique ou de négligence, on parle entre autres de l'entente multisectorielle. Cette entente-là nous permet de travailler vraiment en collaboration, tous les partenaires, pour faciliter le travail puis s'assurer tout le monde ensemble qu'on va dans le même sens pour vraiment protéger globalement l'enfant. La deuxième situation, c'est quand on se retrouve devant une situation de maltraitance envers une personne qui est en vulnérabilité. On est face à une personne en tutelle, en curatelle ou on a considéré un mandat d'inaptitude qui aurait été homologué. C'est aussi une situation où on doit lever le secret professionnel. À la question à savoir si on peut être blâmé d'avoir levé le secret professionnel, je vous dirais simplement que la valeur de protection de l'être humain, dans le fond, protéger la vie de l'être humain est beaucoup plus importante que le respect du secret professionnel. Puis ce qu'on dit à ce niveau-là, c'est selon l'état de droit, dans une situation de danger raisonnablement appréhendé, où un intervenant écarte le secret professionnel ou la confidentialité aux fins de sauver la vie
où l'intégrité d'une personne, ni les tribunaux, ni les ordres professionnels ne retiennent une faute de la part de l'intervenant. C'est là qu'on voit vraiment que la protection de l'humain est beaucoup plus importante au final que le respect du secret professionnel. On le répétera jamais assez. Les bonnes pratiques en matière de gestion de la confidentialité, c'est de faire signer des autorisations de divulgation. Quand vous commencez un suivi avec peu importe la clientèle avec qui vous êtes, c'est important de faire signer des autorisations de divulgation. Les autorisations de divulgation, il faut les cadrer. C'est pas des chèques en blanc qu'on donne, puis après ça, on peut tout se dire, puis n'importe quand. On cadre cette autorisation-là. Je vais pouvoir communiquer, exemple, avec l'intervenant de la protection de la jeunesse, parce que je le sais que monsieur a un suivi avec la protection de la jeunesse parce qu'il y a eu un signalement, parce que blablabla. Et donc, dans le cadre du suivi que j'ai au SATAS, je vais pouvoir communiquer avec la protection de la jeunesse pour avoir accès à de l'information sur comment ça se passe. Et on va cadrer les informations auxquelles on veut avoir accès. Et on va être transparent avec la personne qu'on fait signer l'autorisation de divulgation. C'est pas un chèque en blanc que tu me signes. C'est si, dans le cadre du suivi, j'ai besoin d'aller valider telle ou telle information, je vais communiquer avec ton intervenante et vice-versa, l'intervenante va pouvoir communiquer avec moi. Tout ça dans le but de mieux t'accompagner puis de mieux évaluer aussi la situation. C'est dans une bienveillance qu'on va chercher ces autorisations-là. Puis on va chercher les autorisations en début de suivi. Parce que c'est pas quand ça commence à cruncher puis que ça commence à aller moins bien dans notre suivi que le lien de confiance est un peu déjà ébranlé, que là, c'est là de dire « Tu me signerais-tu une autorisation de divulgation? » Je suis pas mal sûre que vous allez avoir moins de chance par rapport à ça. Mais si vous êtes transparent, puis si vous vous expliquez comme il faut c'est quoi les limites de la confidentialité dans le cadre de votre suivi, si vous expliquez comme il faut pourquoi vous allez chercher des divulgations d'informations, la plupart du temps, vous allez avoir l'autorisation de le faire. Les usagers sont généralement ouverts à ça, puis ils entendent le côté bienveillant de la chose. Il existe deux types de Rabasca, le PIC et la cellule de crise. Dans les deux cas, il est possible de tenir une rencontre et de réunir des partenaires pour discuter et mettre en place les filets de sécurité. La différence est au niveau de la levée de la confidentialité. Il n'est pas toujours nécessaire de lever la confidentialité pour gérer une situation à risque. Parfois, c'est le niveau de risque qui ne le justifie pas. Parfois, c'est parce que les partenaires sont déjà bien réseautés entre eux en raison d'une entente spécifique et ils ont uniquement besoin de l'expertise du Rabasca pour les orienter un peu plus. Dans ce cas, Rabasca n'a pas besoin de connaître l'identité des personnes pour partager son expertise et soutenir la concertation. Dans d'autres cas, en raison, par exemple, de la nature des propos suicidaires ou homicides, des informations supplémentaires à recueillir auprès des nouveaux partenaires, des services à arrimer, des suivis plus serrés qu'on devrait faire. Donc, parfois, en raison de la nature des éléments de risque, nous aurons besoin de lever la confidentialité pour s'assurer que les partenaires travaillent en concertation, ont accès au portrait complet et puissent mettre en place les meilleurs filets de sécurité. Il ne faut surtout pas avoir peur d'utiliser les outils qu'on a à notre disposition, puis le lever de la confidentialité en fait partie. Mais c'est super important de se rappeler que ce n'est pas toujours nécessaire de lever la confidentialité, qu'il y a plusieurs situations où on n'en a pas besoin. Ce qui est important, dans le fond, c'est qu'on puisse travailler en concertation pour mettre en place des stratégies qui vont être efficaces et qui vont être adaptées à la situation. Dans ce sens-là, le lever de la confidentialité n'est pas toujours nécessaire. Un exemple d'une situation où nous n'avons pas levé la confidentialité. Par exemple, la Sûreté du Québec a rencontré une personne victime de violences conjugales. La personne mentionnait que les enfants avaient été témoins des événements. Ils ont donc fait un signalement à la DPJ. Le sergent détective qui nous contacte n'a pas rencontré directement la personne victime, mais à la lecture de la dénonciation, plusieurs éléments de risque sérieux ressortent. Selon la procédure, le rapport d'événement est transmis à la référence policière du CAVAC qui contactera la personne victime pour lui offrir des services. Donc ce matin-là, on reçoit un appel de la Sûreté du Québec et un appel de la protection de la jeunesse. Ces gens savent de qui il est question. Donc Rabasca va les réunir, la Sûreté du Québec, la protection de la jeunesse, le CAVAC, pour que chacun ait un meilleur portrait de la situation puis de la nature des préoccupations qui sont liées à ces faits-là. Donc, pour offrir notre soutien, nous n'avons pas besoin de savoir de qui il s'agit. Eux le savent. Le CAVAC pourra référer madame vers une maison d'hébergement. La DPJ pourra référer monsieur vers des services d'aide et grâce à des autorisations de divulgation de renseignements, chacun pourra garder un œil ouvert si des éléments de protection se mettent en place ou si, à l'inverse, l'une des personnes est de plus en plus désorganisée.
Donc, sans lever la confidentialité, Rabaska sera en mesure de mobiliser les partenaires, de favoriser la concertation pour discuter des éléments à surveiller, d'orienter les actions et les suivis de chacun.